Allez, on va démarrer. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons démarrer notre conseil municipal du 16 septembre. Désignation du secrétaire de séance. Merci, Clara. Contrôle des délégations de vote. Monsieur Camus Claude est au syndicat du CIEPAN ce soir à 18h. Donner procuration à Madame Fournier, Madame Métivier, Jean-Louis Vostagik, Madame Fournier, Patrick Lebars, Marie-Antoinette Chiron-Charrier à une réunion syndicale au pôle territorial. Pourquoi ? Parce que la rentrée maintenant et toutes les représentativités de Sadirac au sein des conseils des syndicats démarrent. Donc voilà pourquoi ils sont absents. Ce sont des délégations qui sont très importantes pour l'avenir et le futur de notre commune, je précise. Madame Chiron-Charrier a donné procuration à Monsieur Moiroux. Moiroux Christophe. Aurélie Guignard, donner procuration à moi-même. Aurélie se repose. Elle va mieux, mais elle se repose. Elle a besoin un peu de temps de repos. Françoise Guasguen. Brigitte Jasselier. Agnès Salin-Lavénarde, elle est en vacances. Elle a donné pouvoir à Françoise Guasguen. Jean-Philippe Michon. Clara Mourgue. Benoît Lamarque. Anne-Aurélie Fuster, absent, a donné procuration à Estelle Métivier. Rosette Tan. Nicolas Rey. Benjamin Audureau arrivera en retard. Il donne le pouvoir à Madame Mourgue. Il va arriver dans à peu près demi-heure. Donc à ce moment-là, le pouvoir s'arrête. Il reprendra son droit de délibérer. Madame Riglet. Stéphane Baquet. Madame Dubéda, Élodie. Stéphane Baquet a donné pouvoir à Madame Riglet. Jean-Louis Moll. Elisabeth Lesourdi. Merci. Jean-Louis Moll, pas de pouvoir, absent. Madame Alexia Bolognini a donné pouvoir à Madame Riglet. Et Monsieur Anton Cédric, il va arriver en retard, tout à fait. Il nous a prévenu. Voilà. Le quorum est atteint, donc nous pouvons. Le conseil municipal est validé. Ouverture de la séance. Approbation du procès-verbal du 16 juin 2021. Avez-vous des remarques, des précisions, des commentaires ? Alors, nous allons passer au vote. Qui s'abstient ? D'accord. Qui est contre ? Qui est pour ? Merci. La séance se déroulant à huis clos, celle-ci est filmée en vue de sa diffusion. Donc, à chaque fois, on est obligé, pour la légalité, de mentionner que à partir la loi sanitaire a été reconduite jusqu'au 15 novembre. Donc, en espérant qu'après cette date-là, le système de fonctionnement de toutes les assemblées délibérantes va revenir comme il était auparavant, c'est-à-dire au public. Un rappel pour les élections. Je vais vous lire. Un conseiller municipal qui refuse sans excuse valable de remplir la fonction d'assesseur d'un bureau de vote encourt la démission d'office prononcée par le tribunal administratif. En effet, l'article L. 212-1-5 du CGCT dispose que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le conseil administratif. Je ne ferai pas des commentaires par rapport à la présence
aux dernières élections. Une information également, remplacement de M. Patissou. Le conseil de discipline qui s'est réuni le 28 juin 2021 à l'unanimité conclut la suspension du responsable des services techniques. Celui-ci sera donc absent pendant plusieurs mois. En son absence, M. Camou pilote les services techniques. Une autre information concernant le centre de vaccination. Le centre de vaccination va fermer ses portes le 30 octobre à 18h30. L'arrêt des injections des premières doses aura lieu en début d'octobre. Les intempéries du 17 et 18 juin 2021, qui ont eu de lourdes conséquences pour les habitants de certains quartiers de notre commune, qui ont dû être relogés. Mais elles auront également un impact financier sur le budget du CCAS, aides diverses, dont le relogement est sur le budget communal, voirie, plus de 40 000 € pour l'instant, aides diverses, dont environ 10 000 € de matériel à remplacer. 5 000 € en cours d'évaluation, et cela a nécessité 2 jours de nettoyage à 3 personnes suite aux inondations et coulées de boue. Nous avons connu 24 heures, 5 heures d'une catastrophe qui a impacté beaucoup de familles, dont très, très nombreuses ont du mal à remonter la pente et les gens commencent à réintégrer leur maison après de lourds travaux. On a mis en place un suivi psychologique. On est toujours présent, on est en contact avec elle. Madame Estelle Métivier est toujours présente là, encore plus. Donc voilà, il va falloir encore y mettre beaucoup de sous parce qu'au niveau de la voirie, on a vraiment des travaux lourds et qui vont, dans les mois qui arrivent, on va se rendre compte que les routes s'effondrent, se coupent avec des trous. Enfin, voilà. C'est les conséquences des dégâts collatéraux des inondations. Annulation de la fête des vins. Compte tenu des annonces faites en juillet dernier relatives à la crise sanitaire, nous avons dû, comme vous l'avez vu, nous adapter. Pour soutenir au mieux les associations et leurs usagers, nous nous sommes vus contraints d'adapter le forum des associations afin de le maintenir. Par contre, les obligations de pass sanitaire liées à Vigipirate, compte tenu de la présence d'un certain nombre d'un centre de vaccination sur la commune, nous a contraints à annuler la fête des vins. Une semaine avant la fête du vin, où on avait vraiment un gros travail avait été fait par Florence Fournier et puis Jean-Louis Vochagic, nous étions pratiquement prêts et j'ai reçu un coup de téléphone du colonel de la gendarmerie de Bouliac. Directement, il fait partie de la cellule de crise de la préfecture, et nous annonçant que par rapport au centre de vaccination sur notre commune, on doublait le plan Vigipirate, ça était en vigueur, et qu'il nous fallait nous munir sur tout le long de la halle des blocs de béton anti-intrusion espacés de 1,50 m ou 1,70 m, un truc comme ça. Par rapport, ils avaient peur qu'il y ait des personnes qui puissent, avec des véhicules, voilà. Donc, c'était déjà très lourd. Là, on était dans l'impossibilité, et en plus de ça, il fallait mettre en place des services de surveillance et de sécurité. Et là, nous avons la mort dans l'âme, nous avons décidé de ne pas continuer. Ce que c'est certain, c'est que il y a le nombre d'hospitalisés au CHU, dans les CHU et autres, diminue. Le nombre de contaminations diminue. Donc, là, les effets de la vaccination se font ressentir. Donc, normalement, à la fin de l'année, j'espère que nous pourrons reprendre la vie normale que nous avions en temps, et surtout pour les associations qui sont vraiment dans une situation de désespérance. Et puis, bien sûr, nos habitants, nos administrés qui se relèvent juste, et il va falloir être là. Voilà. Demande de création d'un 4e bureau électoral. Actuellement, la commune est découpée en 3 bureaux électoraux composés de plus de 1000 électeurs chacun. Alors que les recommandations en la matière sont qu'un bureau doit comprendre au maximum 800 électeurs. Par conséquent, dans un premier temps, il a été proposé à la préfecture de créer un 4e bureau à la salle Cabrales, ce qui ramène le nombre d'électeurs par bureau entre au maximum 914 électeurs et au minimum à 704 électeurs. Donc,
la demande est faite pour pouvoir mettre en place un 4e bureau. Monsieur Lescure, communication, Monsieur Lescure, président de l'APES, a souhaité que l'information suivante soit notifiée lors du prochain conseil municipal. En effet, lors du conseil d'administration de la Caisse des écoles qui s'est tenu le 22 juin dernier, Monsieur Lescure, président de l'APES, a pris la parole en début de séance pour clarifier une situation et a indiqué que l'APES n'a jamais demandé à ce qu'un conseiller de la minorité fasse une lecture en conseil municipal. Il précise qu'il ne souhaite pas que l'APES soit instrumentalisée par la minorité. Point 1. Monsieur le maire indique qu'ayant reçu le courrier, Monsieur le maire indique que nous avons reçu un courrier de Daniel Coz ce lundi 13 septembre, que les points 1 et 2 à l'ordre du jour seront complétés pour accueillir ce remplaçant dans les commissions. Monsieur Daniel Coz démissionne de son mandat de conseiller municipal de Sadirac. Il a démissionné auparavant de son mandat de conseiller intercommunal. Et donc là, il nous envoie sa démission du conseil municipal en date du 13. Nous allons passer à l'ordre du jour. Point 1. Accueil et installation de Madame Alexia Bololini et de Monsieur Cédric Anton. Madame Barbara Delessal a fait part de sa démission par courrier reçu le 30 août 2021, souhaitant prioriser ses obligations familiales et professionnelles, et M. Daniel Coz par courrier reçu le 13 septembre 2021 compte tenu de ses obligations professionnelles. C'est pourquoi il est proposé d'accueillir Mme Alexia Bololini et M. Cédric Anton, successeur immédiat dans la liste Partageons demain, pour siéger au conseil municipal. Conformément à l'article L. 2121-4 du CGCT, ces informations ont été transmises à la préfecture. Il est proposé, place pour place, que Mme Alexia Bololini remplace Mme Barbara Delessal dans les commissions municipales suivantes. Action sociale, seniors, intergénérationnelle et handicap. Culture, patrimoine, animation, comité des fêtes. Et finances. Et que M. Cédric Anton remplace M. Daniel Coz dans les commissions suivantes. Finances, aménagement, environnement, écologie, cadre de vie et cohésion sociale. Point 2. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 2. Composition de la commission de contrôle électoral. En séance du 9 décembre 2020, puis du 14 avril 2021, suite à la démission de M. Gilles Barbe, le conseil municipal a désigné les membres de la commission de contrôle électoral conformément aux articles R7 et R19 du code électoral. Pour les communes de plus de 1000 habitants, cette liste sera composée de 5 conseillers municipaux dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Donc 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu lors du dernier renouvellement le plus grand nombre de sièges et 2 membres issus des listes minoritaires. Afin de garantir les règles les plus strictes d'incompatibilité de fonctions et pour éviter tout conflit d'intérêts, ni le maire, ni les adjoints titulaires d'une délégation et ni les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent être membres. Suite à la démission de Mme Delessal Barbara, puis de M. Coz Daniel, il convient de compléter selon les critères énoncés ci-dessus, la composition de la commission de contrôle des listes électorales. Dans l'ordre du tableau, les 3 membres de la liste majoritaire sont Françoise Goisguen, Brigitte Jaslier et Agnès Salin. Et les 2 membres de la liste minoritaire sont Claire Riglet et Élodie Dubéda. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 3.
Composition de l'Assemblée communale représentative. Rapporteur, M. Christophe Moiroux. Favorablement. En séance du 3 février 2021, le conseil municipal a délibéré favorablement à la mise en place d'une commission extracommunale, l'Assemblée communale représentative, constituée de 14 membres tirés au sort parmi les habitants de la commune, respectant la parité homme-femme et représentative des 3 tranches d'âge suivantes: 18 à 40 ans, 40 à 60 ans et plus de 60 ans. Compte tenu des dispositions imposées par la crise sanitaire, un tirage au sort n'a pu se tenir que le 12 juillet dernier. Il est proposé de nommer les membres de la commission extracommunale, l'Assemblée communale représentative, les personnes tirées au sort suivants. Alors, on a dans la tranche des 18-40 ans, Pierre Cellier, Jérémy Fourmeau, Amandine Deveau, Cécile Salès-Joly et Sonia Touzeau. Dans la tranche des 40-60, on a Franck Brana, Georges Corbal, Patrick Audoux, Sandra Niquez, Laurence Candon et Jean-Pierre Lambert. Ah oui, Jean-Pierre Lambert, il est dans la tranche des plus de 60 ans. Donc, et avec lui, donc, on retrouve Philippe Paulia, Françoise Labrosse et Anne-Marie Milliera. Alors, lors du premier tirage au sort, on a eu une personne qui s'est désistée, donc on a dû refaire un second tirage au sort, donc qui a eu lieu au mois de septembre, le 3 septembre, pour remplacer Madame Marjorie Macias. Et c'est Sonia Touzeau qui a été tirée au sort à sa place. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de valider et de voter donc les personnes qui se sont présentées et qui ont été tirées au sort pour cette assemblée communale représentative. Oui, bien sûr. Concernant donc cette assemblée, est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement qui est défini? Là, on vote juste les noms et on en reparlera après, ou il y a déjà un mode de fonctionnement? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir se rassembler, se réunir, etc. Alors, la première réunion aura lieu le 30 septembre, et c'est lors de cette réunion que sera mis en place le mode de fonctionnement dans les détails et le règlement intérieur surtout. Voilà, le premier point sera géré lors de cette réunion du 30 septembre. D'autres questions? Non? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 4. Cession d'une partie du chemin de l'Immensé suite à sa désaffection. Conformément à la réglementation, en séance du 3 février 2021, le conseil municipal a délibéré favorablement à la désaffection d'une partie du chemin rural du Limancé et du chemin rural de Carrère, dans la perspective de leur cession. Conformément à la réglementation en vigueur, l'article suivant le code rural et de la pêche des articles R141.4, R141, je vous lis tout là, du code de la voirie routière et les articles et suivants du code général des collectivités territoriales. Une enquête publique, conjointe avec la commune de Lignan, dont les conclusions ont été favorables, a été diligentée. Une mise en demeure d'un mois du propriétaire riverain et acquéreur a été effectuée. Un document d'arpentage a été réalisé et le service de France Domaine consulté. Il est proposé de céder la parcelle suivante comme suit et de donner mandat à monsieur le maire ou son représentant pour signer les actes nécessaires à cette vente. Chemin de l'Immensé. Les services de France Domaine ont remis le 14 avril 2021 une estimation à 1 232 € de cette parcelle en cours de numérotation cadastrale d'une superficie de 821 m² sur la commune de Sadirac. Il est proposé de vendre à l'indivision Gallois, 6 à Saint-Genès de Fronsac, cette parcelle d'une superficie de 821 m² au prix de 1 500 €. Les frais de géomètre ont été réglés par l'acquéreur. Les frais de notaire et d'enquête publique seront à la charge de l'acquéreur. La commune sera représentée par maître Bécuve, notaire à Targon. Des commentaires?
Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 5. Subvention exceptionnelle à l'association Les Tontons Flagueurs. Rapporteur Jean-Louis Wojcik. Alors, comme convenu d'un commun accord entre la mairie de Sadirac et les associations, les associations Les Tontons Flagueurs et les Tamalous, la gestion de la buvette des pistes gourmandes a été attribuée à l'association Les Tontons Flagueurs pour le samedi 3 juillet et l'association Les Tamalous pour le mardi 13 juillet. Malheureusement, le 13 juillet, on n'a pas pu le faire faute de météo. Donc, le règlement des maîtrises des commerçants, de chaque commerçant, facturés et sont versés au trésor public, et il a été convenu que la commune restitue aux partenaires la totalité des sommes perçues après l'événement de façon équitable, 50-50 après délibération du conseil municipal. Néanmoins, en raison des conditions météo, nous n'avons pas pu faire le 13 juillet. On a été obligé d'annuler la manifestation. Donc, en séance du 14 avril 2021, le conseil municipal a attribué 34 950 € de subventions aux associations sur un montant total au budget primitif de 42 000 €. Une somme de 7 050 € est disponible pour être attribuée sur délibération. Monsieur le maire propose que les sommes perçues le 3 juillet, qui s'élèvent à 500 €, le total des maîtres des commerçants, soit reversé en totalité à l'association Les Tontons Flagueurs par le biais d'une subvention exceptionnelle, parce qu'avant on ne pratiquait pas comme ça, c'était les commerçants payés directement à l'association, mais bon, il vaut mieux que ça passe par la mairie. Donc on fera comme ça à chaque fois, on votera une subvention exceptionnelle à chaque piste gourmande, on choisira les associations et à chaque piste gourmande on votera une subvention exceptionnelle. Voilà. Donc la manifestation du 13 juillet ayant été annulée, aucune subvention ne sera versée à l'association Les Tamalous. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 en dépenses de fonctionnement au compte 65-74, qui est le compte des associations. Voilà. On passe au vote. Vous avez des questions, des commentaires? Bien, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Oui, si cette somme leur est reversée, c'est que, déjà, ils ont le bénéfice de la buvette pour eux, mais en plus, ils ont une grosse gestion de la fête, puisque c'est eux qui installent toutes les tables, tous les bancs, tous les barnums. C'est comme ça, donc le travail leur est réglé. C'est un gros travail, donc on reverse le maître des commerçants pour les récompenser en quelque sorte, pour leur association. Voilà. Donc, nous allons passer au point 6. Rapporteur Patrick Lebars, responsable des finances. Alors, provision pour créances douteuses. Les créances douteuses doivent désormais faire l'objet chaque année de dépréciation. Les titres émis par la collectivité font l'objet de poursuites contentieuses auprès des redevables en cas de non-paiement. Les sommes à recouvrer dans de telles circonstances sont qualifiées de créances douteuses. Et dans ce cas, il est recommandé de constituer des provisions afin d'anticiper un éventuel impayé définitif qui pourrait aboutir à une admission en non-valeur. Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités locales a retenu comme une dépense obligatoire les dotations aux provisions pour créances douteuses, articles L2321-9, R2321-2 et R2321-3 du CGCT. Le Trésor public a proposé de retenir une méthode progressive de provisionnement, c'est-à-dire de provisionner un pourcentage croissant en fonction de l'année d'émission comme indiqué ci-dessous. Alors, ancienneté de la créance constatée dans l'année, c'est 0. Créance N-1, on provisionne à hauteur de 10.
10%, créances émises en N-2, 20%, créances émises en N-3, 40% et antérieures, 70%. Cette méthode serait appliquée sauf pour les créances qualifiées de particulières en raison de leur montant, de leur situation de litige ou en procédure collective. Les états des restes seront arrêtés au 31/8 de chaque année afin de déterminer le volume de la créance douteuse à provisionner. La constitution des provisions ou leur ajustement par une reprise de provision au regard de celles constituées en N-1 seront comptabilisés courant décembre. Il est proposé de retenir le provisionnement des créances douteuses comme exposé ci-dessus avec l'ancienneté, voilà, et les pourcentages. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des questions? Non, parce que ça peut être pas évident. Et bon, fait dans la comptabilité, ça comme ça, c'est logique. C'est la loi des chiffres. Ouais. Voilà. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Monsieur Cédric Anton vient de nous rejoindre. Eh bien, nous lui souhaitons la bienvenue dans ce conseil municipal. Voilà. Je ne sais pas si, en principe, tu vas payer à boire après. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Comme tu arrives au dépourvu, je te l'explique gentiment, quoi. En tout cas, bienvenue. Ah, les portables, s'il vous plaît. Point 7. Convention avec l'association Loisirs Jeunes en Créonais pour assurer le transport des enfants dans le cadre de l'école multisport. L'association Loisirs Jeunes en Créonais, association délégataire de la communauté des communes du Créonais, ayant pour mission d'organiser le centre de loisirs communautaire, propose actuellement des activités sportives et ludiques dans le cadre de l'école multisport aux enfants âgés de 6 à 12 ans, uniquement issus de l'école Marie Curie du Bourg, les lundis et les jeudis soirs. La municipalité a émis le souhait de pouvoir permettre aux enfants de l'école Théodore Monod à Lorient de pouvoir participer, s'ils le souhaitent, à l'école multisport. C'est pourquoi il est proposé d'établir une convention pour transporter sous la responsabilité de l'association LJC, en même temps que la tournée de ramassage scolaire, les enfants de Lorient inscrits à l'école multisport vers le bourg entre 16h et 16h15, heure de ramassage. Il n'y aura pas de transport retour vers Lorient. Les parents devront venir chercher les enfants entre 17h45 et 18h au bourg, auprès de l'école multisport. La convention, dont vous trouverez un exemplaire ci-joint, prend effet immédiatement. Le service débutant prochainement, c'est-à-dire le 20, ne sera pour la durée de l'année scolaire 2021-2022. Aucune participation financière ne sera demandée aux familles ni à LJC. Il est proposé d'approuver la convention et de donner mandat à Monsieur le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer la convention avec l'association Loisirs Jeunes en Créonais. Des commentaires, des précisions? Bien, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 8. Renouvellement de la convention Écosuite avec le SDEG. Monsieur Coulet et Monsieur Fichon en charge de ce dossier. Merci. Oui, bonsoir. Donc, renouvellement de la convention Écosuite avec le SDEG, syndicat départemental d'électricité et d'énergie de la Gironde. Face au contexte énergétique et environnemental, le SDEG a incité les communes à s'engager sur la voie de l'utilisation rationnelle de l'énergie en les accompagnant dans la mise en œuvre de leur politique de bonne gestion énergétique. La commune de Sadirac a adhéré à ce dispositif d'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine. En poursuivant son adhésion à la formule Écosuite des dispositifs d'accompagnement à l'efficacité énergétique, la commune accédera, entre autres, aux prestations de la création d'un plan pluriannuel d'investissement, un appui technique en éclairage public, la mise à disposition d'un logiciel de suivi énergétique, un bilan annuel des consommations d'énergie, la validation des certificats d'économie d'énergie, un accès à des études spécifiques, études de faisabilité des solutions d'approvisionnement en énergie,
étude de faisabilité en énergie renouvelable, aide à la rédaction et à la passation de marché d'exploitation des installations thermiques, prestation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'efficacité énergétique de bâtiments neufs ou en réhabilitation lourde. L'adhésion au dispositif s'achève le 1er octobre 2021. Le montant du renouvellement de l'adhésion à la formule EcoSuite que la commune s'engage à verser au SDEG se présente de la manière suivante. Un coût fixe annuel des prestations qui est fonction du nombre d'habitants, 25 centimes d'euros par habitant. Par conséquent, il est proposé de renouveler cette adhésion pour 5 ans à compter du 1er octobre 2021 par le biais de la convention dont vous trouverez un exemplaire ci-joint et de donner mandat à Monsieur le maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer la convention d'adhésion et les mandats de représentation des fournisseurs d'énergie. Avez-vous des questions ou des commentaires? Je voulais savoir, puisque c'est un renouvellement, donc la convention, ça fait déjà 5 ans, c'est ça qu'elle elle est en vigueur. Quel est un peu le bilan de ces dernières années par rapport à l'intervention du SDEC, justement? Un bilan technique ou un bilan financier, un bilan technique et un bilan financier. Enfin, là, dans la convention, il n'y a pas vraiment d'engagement de résultat. Est-ce que c'est la même convention que celle qui avait été signée avant, ou est-ce que c'est une nouvelle convention? Parce que établir une carte énergétique du patrimoine, je suppose qu'ils l'ont peut-être déjà fait. Oui, c'est fait. Et puis c'était un renouvellement point par point, point pour point. Donc, est-ce qu'il y a... Moi, j'aurais jugé de l'intérêt de renouveler cette convention, en sachant, voilà, savoir justement qu'est-ce que ça nous a apporté ces 5 dernières années. Merci. La loi sur la transition énergétique oblige les communes à faire des efforts. Toutes seules, c'est compliqué. Les communes ne peuvent pas prendre en charge les communes énergétiques toutes seules. Techniquement, c'est compliqué. Financièrement aussi. Donc, on se fait aider par le syndicat de l'énergie électrique pour nous accompagner et être en accord avec cette loi. D'où la convention. Oui, ça j'ai bien compris. Et on se fait accompagner. On a commencé à moderniser l'éclairage public. C'est un projet. On y va point par point. Et le réseau basse tension, c'est la même chose. Je peux rajouter quelque chose. Une convention a été signée certainement avec la commune de Sadirac il y a 5 ans. À ce jour, on n'est pas en capacité de retrouver le dossier et de savoir quels ont été les objectifs qui ont été ciblés par l'équipe précédente. Quels sont les objectifs financiers qui ont été dégagés, on ne le sait pas. Nous n'avons aucun mémoire là-dessus. Donc, on reprend tout à zéro. Et le SDEC, il n'a pas l'historique, lui, puisqu'il non, mais le SDEC, c'est le syndicat. Ces documents, ce partenariat avec les communes, ça, il ressort du maire et de la personne qui était en charge de ce dossier. Ce dossier-là doit être dans la commune. Et c'est nous, c'est la mairie, c'est l'objectif municipal qui doit donner un peu les orientations de ce futur dossier et comment elle le voit, comment ils vont le gérer. On n'a rien. Je suis désolé, on n'a rien. On sait qu'on a une convention de signer parce que le SDEG, évidemment, est en copie et nous le savons. Mais pour le reste, je suis en incapacité. On vous dit, on n'a rien. Donc, on reprend tout. Voilà. Donc, du coup, le SDEG qui est intervenu n'est même pas en capacité d'expliquer ce qu'il a fait et ses objectifs. Ah, mais non. Si je comprends. Mais non, puisqu'il n'avait pas. Il n'avait pas. Mais alors, ils ont fait quoi pendant 5 ans? Qui? Si vous voyez vos anciens... Non, mais le SDEG, s'ils sont intervenus, alors là, il y a un truc que je comprends pas bien. Non, mais le problème n'est pas là. Comment? Eh bien oui, le SDEG, Mme Sandrine Barois me le rappelle, et le SDEG intervient sur la demande de la commune. Elle ne fait pas du porte-à-porte.
Elle intervient sur des projets que dégage une majorité municipale ou l'ensemble des élus. Elle intervient sur des prospections, sur l'avenir. Là, ce n'est pas au SDEG à venir justifier, c'est à l'équipe qui était en place à justifier ce qu'ils voulaient faire à ce moment-là. Et là, moi, si je suis preneur, hein, si il y a quelqu'un qui traîne, on l'a regardé, on n'a rien. On n'a rien. Voilà. Mais là, enfin, moi, il y a un truc que je ne comprends pas parce qu'il y a quand même une convention. Donc, même si vous n'avez pas la convention, comment le SDEC devait avoir la convention, eux, ils sont quand même là, c'est indiqué, établir une carte énergétique. Nous l'avons la convention. Nous l'avons la convention. Mais nous n'avons pas le contenu des orientations qui ont été données, comme nous sommes en train de le faire. Depuis pas mal, depuis combien de temps? Depuis un an, monsieur, sur dossier. Là, voilà. An, ouais. Donc, on est en partenariat avec le SDEC, ça fonctionne. On a des réunions. On reprend à zéro, en fait. Voilà, on repart à zéro. On prend à zéro. Donc, voilà. On sait absolument mais pas. Ils ont bien dû faire au moins ce qui a leur dispositif qui est indiqué dans cette convention-là. Apparemment, non. On n'a rien. Donc, alors, quel intérêt de faire appel à eux si déjà pendant 5 ans, enfin, j'ai rien contre le SDEG et je trouve que c'est très bien de mettre en place une politique énergétique, bien sûr. Moi, je veux juste comprendre l'utilité de ce syndicat. Madame Riglet, l'intérêt, en fait, c'est que justement, aujourd'hui, on s'en occupe et qu'on fasse quelque chose en termes de performance énergétique des bâtiments. Si ça n'a pas été avant, on n'y peut rien. Mais par contre, cette convention est intéressante et on compte bien s'en servir pour faire ce qu'il faut. Oui, mais je ne vous reproche rien par rapport à ce qui a été fait avant, hein, d'accord? Non, mais on ne peut pas vous dire ce qui a été fait avant. Moi, en l'état actuel des choses, je ne vois pas l'intérêt, enfin, je vais pas l'intérêt de mener une politique énergétique, c'est pas ça. C'est de pouvoir comparer. Je me dis, on a fait appel à un organisme extérieur pendant 5 ans et on n'est pas fichu d'en tirer un bilan pour savoir si on renouvelle ou pas. Alors, un bilan, il y en a peut-être eu un, mais écoutez, nous, on ne l'a pas. C'est ça, quoi. On aurait aimé tirer un bilan, on aurait aimé, sincèrement, parce qu'on aurait pu comparer et on aurait pu surtout s'économiser du temps et surtout continuer ce qui a été auparavant entrepris ou démarré ou fini pour pouvoir apporter, nous, notre vision des choses. C'est du ressort de l'équipe municipale entière. Je ne parle pas de minorité-majorité, je dis entière. Là, non. Et l'important, c'est l'avenir, et nous, on sait où on va, quoi. On sait ce qu'on doit faire avec le SDEG. On a bien cadré les choses et on sait ce qu'on va faire. Après, ce qui s'est passé avant, je ne sais pas. Et puis, c'est du passé, quoi. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 9. Renouvellement de la convention avec l'association L'École du Chat Libre. La commune a recours depuis 2013 au service de l'association École du Chat Libre de Bordeaux pour stériliser les chats errants sur la commune afin d'éviter qu'ils ne prolifèrent. Les chats sont capturés par l'association puis conduits chez un vétérinaire pour être stérilisés. Ils sont ensuite remis en liberté dans leur milieu d'origine. La participation communale demandée par l'association sur représentation d'une facture est de 65 € pour une femelle et de 35 € pour un mâle. Les femelles coûtent plus cher que les mâles. La participation annuelle entre 2013 et 2020 était comprise entre 200 et 500 € en fonction du nombre d'animaux stérilisés. La durée de la convention est de 2 ans à compter du 1er octobre 2021 et est renouvelable par taxite de reconduction. Pour ce faire, il est proposé d'approuver la convention dont vous trouverez un exemplaire ci-joint et de donner mandat à Monsieur le maire ou son représentant pour la signer, effectuer toutes les démarches nécessaires. Une précision, les chats ne sont pas remis, une fois qu'ils sont stérilisés, ils ne sont pas remis en liberté. Il y a un réseau de nourrices qu'on appelle, c'est-à-dire que dans l'endroit où ils ont été capturés, ce réseau de nourrices est dans le même endroit. Donc ils reviennent là en nourrice et ensuite ils partent après. Voilà. Je vais vous en parler parce que c'était mon initiative depuis lors du dernier. Avant. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 10. Tarif préférentiel du service d'accueil périscolaire pour les agents. En séance du conseil municipal du 16 juin 2021, les tarifs des accueils périscolaires ont été révisés. Il a été omis d'établir des tarifs préférentiels pour les enfants des agents de la collectivité. Cela concerne les agents municipaux contractuels, stagiaires ou titulaires de la fonction publique employés par la commune de Sadirac. Néanmoins, en cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur, les dispositions prévues dans les cas particuliers s'appliquent. Les activités découvertes ne font pas l'objet d'un tarif préférentiel. Pour rappel, présentation des tarifs périscolaires, tarif de base pour les APS, le quart d'heure avec coefficient familial. Vous avez donc en face la tranche, vous avez les tarifs. Sur les activités découvertes, vous avez donc les tranches de 2, tranche 2 à 7 €, tranche 3, forfait pour la période 7 semaines, temps de présence de 16h30 à 17h30 inclus. Tranche 3, 8,40 €, tranche 4, 9,80 €, tranche 5, 11,20 € à compter du 2 septembre 2021. Le tarif préférentiel de base pour les APS, le quart d'heure avec coefficient familial pour les agents municipaux. Tranche 1, 11 centimes. Tranche 2, 13 centimes. Tranche 3, 14 centimes. Tranche 4, 17 centimes. Tranche 5, 18 centimes. Cas particulier. Les frais de dossier par enfant, remise de dossier d'inscription hors délai, 1 €. Enfant présent non inscrit, tarif normal, 3 centimes. Retard récurrent à compter la troisième fois, consécutif sur une période de 4 semaines pour un enfant récupéré après 18h45. Enfant présent sans réservation, tarif normal 3 centimes, absence de l'enfant non justifiée et sans annulation de réservation dans les délais impartis. Nous allons passer au vote. Oui. Donc, petit commentaire par rapport à ce tarif préférentiel. Je sais que tu fais pas mal pour les agents de la mairie. Seulement, le tarif qui est payé en périscolaire, c'est déjà quelque part un tarif préférentiel puisqu'une grande partie est prise en charge par la mairie. Je ne vois pas ce qui justifierait qu'un agent municipal ait un tarif plus préférentiel qu'un sadiraquais. Son tarif est déjà préférentiel. Je respecte ton avis. Ce tarif, il a été fixé, il existait déjà. On a été obligé de le modifier parce que les avantages en nature, on a été retoqué et l'URSSAF, donc les agents risquaient, parce qu'on a été obligé. Il faut expliquer qu'actuellement, c'est la gratuité qui se pratique. La gratuité, elle n'a aucune base juridique. Comme c'est la DGFiP qui se charge de la facturation et du recouvrement, et bien évidemment, on leur apporte une délibération avec les tarifs. Actuellement, on n'a aucune délibération qui dit que c'est gratuit. Donc, on est obligé d'imposer un tarif. Donc déjà, les agents, ils vont passer de la gratuité à un tarif préférentiel. Donc, il y a déjà une marche. Ensuite, ce tarif préférentiel, si on avait fait le choix de continuer la gratuité, ça rentre dans les avantages en nature. Avantages en nature, là ce n'est plus, c'est pas comme le repas, c'est pas une valeur forfaitaire qui est déclarée auprès de l'URSSAF. C'est une valeur à la valeur minimale réelle. Comme vous l'avez dit, comme la participation de la commune est très importante, ça leur serait défavorable, puisque dans les cotisations du salarié et lors de la déclaration de revenus imposables, on serait parti sur une valeur une valeur réelle et non forfaitaire. Donc, ils n'avaient aucun intérêt de poursuivre la gratuité et de déclarer un avantage en nature, puisque c'était pire pour eux. Après, on a appliqué tout simplement les dispositions de l'URSSAF. On a appliqué les 30%, puisque c'est le maximum que l'URSSAF nous autorise à appliquer. Et on a choisi, il est proposé d'appliquer un tarif préférentiel, de passer de la gratuité à un tarif préférentiel en ayant une base légale, puisque là, il y aura vraiment une délibération de prise.
Et ça ne peut pas être considéré comme un avantage social, tout simplement parce que ce n'est pas équitable. Un avantage social, comme vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, doit concerner l'ensemble des agents. Et là, ce n'est pas le cas puisque ça ne concerne que les agents qui habitent Sadirac. Voilà, si ça peut éclaircir le pourquoi du comment. Et surtout, la dangerosité du rétropédalage, c'est que l'URSSAF était en mesure de le réclamer pendant les 3 dernières années, le trop perçu. Et là, ça montait encore à des sommes assez conséquentes. Parce qu'on avait une absence de délibération, comme Mme Barrois vous l'a communiqué. Voilà. C'est une régulation qui est obligatoire. Mais je ne parlais pas de gratuité, moi. Je parlais d'un tarif préférentiel par rapport au Sadiraquais. On est bien d'accord. Oui, non, mais j'ai bien compris. Que tu remettes les choses à plat, c'est très bien. Mais après, je ne vois pas ce qui justifie, à moins qu'il y ait une politique derrière. Mais bon. Non, la politique, c'est toi qui te le dis, mais il n'y a pas de politique derrière. Elle est simplement pour éviter que les agents aient des agréments financiers importants et lourds, d'une part. Et de l'autre côté, nous, en tant que municipalité, on se met en conformité avec ce que la loi nous impose au niveau de la DGFiP, et là, on est contrôlé en plus. Donc, on a évité quand même quelque chose d'important, surtout en particulier pour les agents. Par contre, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Personne n'a fait remonter ce problème d'avantage en nature au niveau des finances ou quoi, parce qu'il y a quand même une comptabilité qui est faite à la mairie. Ça date de... Ouais, non. C'est ça. Mais c'est vieux, hein. C'est vieux. C'est passé... Depuis 30 ans. Ouais, oh. Ah oui, je confirme. Je te crois. Non, mais tu peux parce que ça n'a jamais été. C'est comme ça. Si tu veux, c'était le mode. Il n'y avait pas à l'époque. Bon, ça n'empêche pas qu'il y avait du sérieux dans les conseils municipaux, mais simplement, il n'y avait pas tout cet aspect juridique à accompagner toutes les délibérations et surtout la légalité, la DGFiP et pour le personnel, l'URSSAF maintenant partout. Dans les hôpitaux, dans mon ancien boulot, on a été contrôlé et on est passé, le repas est passé de 4 € à 7 € parce que l'URSSAF s'est aperçu que l'hôpital, il payait et puis en fin de compte, on avait tout faux. Voilà. Donc c'est partout pour toutes les communes. Là, ils sont en train de remettre la copie. Là, ils sont efficaces, là, les gars. Voilà. Et nous, on avait la gratuité du périsco et la gratuité du repas aussi. Oui. On payait même pas notre repas, quoi. Il y a beaucoup de municipalités, des fonctionnaires territoriaux qui ont été rattrapés sur les avantages, par exemple les suppléments familiaux, beaucoup. Voilà. Bien. Moi, je ne trouve pas ça très juste par rapport au Sadiraquais. Voilà. Ben, je respecte ton avis, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la démocratie. On va passer au vote. La personne qui travaille à EDF, GDF, il ne paye pas le gaz. Et je ne trouve pas ça tout à fait normal. Mais ce n'est pas juste non plus. Le gars... Ouais. Ben oui, mais... Voilà. Bon. Et nos agents, ils sont bien obligés d'être là. On va passer au vote. Ah, mais après, je ne remets pas en cause le bon travail des agents. Moi, j'ai eu, quand j'avais les enfants à l'école, ils font un super travail. Mais je préfère qu'ils soient rémunérés sur d'autres choses que sur... ils ont déjà en plus un tarif préférentiel. Si on applique le tarif qui est applicable aujourd'hui dans le règlement, c'est déjà un tarif qui est très préférentiel. La mairie verse quand même de sa poche pour la garderie pas mal. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 11. Reconduction de la délibération du 23 septembre 2020. Même registre. Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié titulaire, stagiaire, contractuel, du droit privé ou public, par l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Ce qui permet ainsi à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé. Fourniture de repas, d'un logement ou d'un véhicule. Il constitue en tant que tel des éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire,
proprement dit sont inclus dans l'assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et doivent donner lieu à cotisation. Ils sont également intégrés dans le revenu imposable. En application de l'article 34 de la loi de 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le conseil municipal doit délibérer annuellement pour fixer les modalités d'attribution et d'usage des avantages en nature dont bénéficie le personnel. Certains personnels communaux bénéficient d'un avantage en nature pour la fourniture de repas pris au restaurant scolaire. La fourniture par l'employeur de repas représente un avantage en nature qui est évalué pour le montant forfaitaire revalorisé au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution des prix à la consommation hors tabac, barème établi sur le site du URSSAF. Au 1er janvier 2021, il est égal à 4,95 €. En 2020, il était de 4,90 €. La révision de ce tarif entraînera de fait celle de l'avantage en nature accordé. Les agents concernés à ce jour par ce dispositif sont les agents exerçant auprès de la restauration collective dont les contraintes du poste obligent à rester sur leur lieu de travail au moment de déjeuner, les agents affectés aux écoles, ATSEM, agents d'entretien, agents polyvalents de la pause méridienne qui déjeunent pendant leur temps de travail effectif selon le planning établi et validé par la directrice générale des services. Dans un souci de transparence et pour bien identifier les bénéficiaires de cet avantage en nature, il est proposé d'autoriser l'attribution d'un avantage en nature pour la prise des repas auprès du restaurant scolaire pour les agents désignés ci-dessus, de valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour l'ensemble du personnel bénéficiant de ce dispositif, de fixer le montant de référence indiqué ci-dessus pour le calcul de cet avantage en nature conformément au montant annuel défini par l'URSSAF, et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc il s'agit d'une reconduction avec une augmentation qui a été décidée par l'URSSAF de 5 centimes, passant de 2020 à 90 à 2021 à 95. Voilà. C'est ainsi, et tous les ans, c'est réactualisé. Nous sommes là encore contrôlés, évidemment. Donc les délibérations à la légalité sont scrutées, ce qui est normal. Et voilà, nous appliquons ce que la loi nous oblige à appliquer par rapport aux avantages en nature. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Point 12. Information avenant numéro 1 au marché à bon de commande de voirie. Monsieur Lamarque, responsable de la voirie. Rapporteur. Conformément aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales et à la délibération numéro 2020-0903 du 23 septembre 2020 donnant délégation du conseil municipal à monsieur le maire, l'information suivante est donnée. Pour remettre en état les voiries détériorées suite aux intempéries du 17 et 18 juin 2021, le seuil de 200 000 € hors taxe étant atteint, il a été nécessaire de passer un avenant numéro 1 au marché à bon de commande de divers travaux de voirie de 22 203,50 € hors taxe. Dans ces 22 203 €, en fait, il y a eu surtout la réfection de la tranchée du chemin de la Porterie qui a été entièrement parti. En fait, il a fallu tout refaire. Plus après, on a rajouté dedans les détériorations des rives de chaussée du chemin de Menusailles. Plus après, curage de fossé et changement d'une buse à la Pignada qui a été fortement touchée. Avez-vous des questions à poser à M. Lamarque concernant la voirie? Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a fort à faire. Il va falloir mettre du budget parce qu'on a quand même des zones qui ont été vraiment fragilisées. Peut-être auparavant, mais là ça pète de partout. Voilà.
Pour rebondir sur ça d'ailleurs, information là, concernant la route des Créons, il y a eu la localisation d'eau usée qui a été, il y a eu 2 trous en fait, il y a eu qui a été perforé. Ça a mis du temps. En fait, les travaux sont prévus à partir du 27 décembre parce qu'on a fait 2 devis 27 septembre, j'ai dit quoi Décembre. C'était pour la fin d'année en fait. C'était pour Noël, c'était cadeau de Noël de la part de la mairie. Non, en fait, on a fait 2 devis, un par le délégataire et un autre par un sous-traitant du délégataire. Ils ont fait des prix qui étaient pas convenables du tout. Donc, de mon côté, j'ai fait refaire un devis par l'entreprise FH qui travaille pour nous, où on a gagné quand même 25 000 euros sur le devis total. Donc, c'est une filiale d'FH qui va faire les travaux. Leur charge de travail ne permettait pas de le faire de suite. Puis juillet, août, dans les travaux publics, de toute façon, c'est un peu galère. Donc voilà, donc ils seront faits prochainement. Ce que je veux rajouter, c'est que sur les devis que nous avions, Benoît Lamarque est dans un bureau d'études dans une société de BTP. Donc de suite, il a comparé les prix et puis on a vu que les mecs, ils nous prennent pour des Américains, quoi. Mais je vous assure, 25 000 euros de différence pour le même chantier, c'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire que on est très, très, très vigilant sur tout ce qu'on achète. On est très vigilant sur les travaux parce qu'on négocie et en plus de ça, on revoit les devis parce qu'il y a des aberrations, hein, ça c'est clair, hein, des omissions, puis après ils se trompent, mais enfin ce sont des milliers d'euros à chaque fois qu'ils passent. Donc là, moi je dis à Benoît, qui est très vigilant, je dis il fait un bon travail, donc il faut le souligner parce que 25 000 euros sur un chantier, le même chantier, le même travail, 25 000 euros. Non, mais c'est surtout en fait, le SOR et l'entreprise qui travaille la SOR, en fait, ils ont joué sur l'urgence. Donc, ils ont été un peu forts sur les prix, un peu trop forts sur les prix. Mais l'urgence, c'est... Ne vous inquiétez pas, Benoît Lamarque, il ne changera pas de voiture. Est-ce qu'il est possible d'améliorer le signalement de cette partie de travaux parce que les gens arrivent très très vite et donc il manque peut-être 2 ou 3 panneaux signalant que... On en a posé des panneaux, on ne les trouve plus. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on en a reposé, donc ils sont je ne sais pas où. Voilà. Le problème c'est que je suis allé ce matin à la pharmacie voir si j'avais trouvé quelque chose qu'on pouvait donner à des abrutis qui roulent vite dans les 2 sens. La pharmacienne, qui est gentille, vous la connaissez, elle m'a dit qu'il n'y avait rien pour ça. Donc, c'est incroyable. Moi-même, le premier, j'ai avancé, il n'y avait personne. J'avançais tranquille, je sortais de la mairie, tranquille. Et là, il arrive une dame, là, que je vois tracer à chaque fois, là. Tracée. Elle est arrivée, je ne sais pas, moi, elle était peut-être à 70 à l'heure. Elle s'est enquillée dans le passage. J'ai cru qu'elle allait me défoncer, mais je vous assure. Donc, j'ai reculé. Et en plus, quand je reculais, elle avançait encore à me coller à 1 mètre, 1,50 m. Voilà. Voilà où on en est, des excitations, des excités, il y en a partout, encore plus maintenant. Donc, vivement, il a fallu, l'EFAGE a débloqué un peu, autrement on devait attendre encore 15 jours de plus. Donc, le chantier va se faire. Concernant le comportement des gens sur la route, c'est pas là. Là, c'est un endroit qui est rétréci. Et quand on voit Citon-Sénac, route de Créon, route de Saint-Capré, autour des écoles, où les parents amènent leurs enfants et arrivent dans la courbe à 60 à l'heure, parce on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et que ce n'est pas eux. Route de Créon, c'est limité à 50, 92. Record battu, 98. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Enfin, je prie qu'il n'y ait pas un accident parce que les personnes qui traversent, que je rencontre, je traverse comme passage piéton, on passe devant et on regarde à 30, à 40 à l'heure sur la route de Lorient, devant chez les commerces. J'étais là, moi, au milieu, avec d'autres personnes. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Donc, c'est vrai, on ne sera jamais à sécuriser davantage parce que à 100%, les panneaux, on nous les pique, on nous les balance dans les fossés. Voilà. Donc, que le chantier se fasse le plus rapidement possible et on est conscient. Voilà. Mais, excuse-moi Patrick, ce que tu dis, c'est un vrai fléau, effectivement. Et
je pense qu'il y a des choses à faire justement, Bien sans sûr. mettre des panneaux, Bien sûr. sans mettre forcément des dodanes à tous les coins de rue, mais il y a d'autres solutions et je pense que ce serait bien qu'on y travaille réellement dessus parce que voilà. Oui, mais Au niveau des arrêts de bus aussi. ouais, c'est- on y c'est travaille dessus dramatique. d'abord par la présence des policiers municipaux. En plus, par le plan qui va nous être remis là bientôt concernant toute la circulation sur toute l'acheminement sur la commune de Sadirac, où on va pouvoir adapter des sécurisations qui sont urgentes. Mais ça, c'est une partie de travail. Par contre, sur la partie psychologique des individus qui utilisent les voitures comme ça, Claire, on ne pourra jamais rien faire. On pourra en rajouter des dodanes. Quand tu vois le transport les camions, les dodanes, ils s'en foutent, ils roulent quand même. Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut continuer. On va verbaliser, on va retirer des points de permis de conduire. Voilà, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Claire, en fait, on attend le rapport de Madame Pain, qui est une experte en fait dans la sécurisation routière, qui travaille pour des grandes villes. Son rapport, on doit l'avoir prochainement normalement. Première semaine d'octobre. Première semaine d'octobre, qui sera présenté dans la commission voirie et dans un premier temps. Après, normalement, il y aura deux ou trois présentations publiques avec Madame Pain pour expliquer en fait ce qu'elle a mis en application. Et à partir de là, en fait, on déterminera un budget et on commencera à faire les travaux sur plusieurs années. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. En termes de sécurité, il n'y a pas de solution miracle, je pense. C'est une réelle volonté politique, tous ensemble, de pouvoir canaliser, y mettre fin, verbaliser. La répression, pour me concernant, ça n'a jamais été une finalité. Mais là, il s'agit d'individus, il s'agit d'enfants, il s'agit de personnes qui se promènent. Et donc, sincèrement, c'est quelque chose c'est vraiment... c'est très compliqué, quoi. J'en profite qu'on parle de sécurité. Il y a des plantes vertes qui ont été installées sur l'Orient, des compositions qui sont super jolies. Je pense que ça a été installé aujourd'hui. Par contre, ça a été mis sur le passage devant les barrières et c'est un trottoir. Souvent, qu'empruntent les poussettes, les parents pour aller à la crèche. C'est le seul passage pour passer à pied. Et je pense que ça va empêcher le passage des poussettes. Donc peut-être qu'il faudra les... Claire Amour, puisque c'est elle qui est... Oui, normalement, il devait y en avoir deux, une à droite, une à gauche, et pas au milieu. Voilà, ça a été mis au milieu. Il y en a une tout au bout, je pense, qui ne gêne pas. Les agents du et les deux qui sont au milieu... Oui, non, mais on en parle. Donc j'en profite, en fait. Oui, on va essayer de la déplacer. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le matériel actuellement, aujourd'hui, pour le faire. Donc, il va falloir qu'on essaye de trouver... Oui, c'est les entreprises qui l'a placé là, alors que ça devait être mis devant l'école du bourg, en fait. On va le faire rapidement, très rapidement. Alors, c'était joli, ça faisait de la verdure. Oui, mais... mais c'est pas pratique. C'est pas pratique, voilà. Non, mais on est au courant. Bien. Point 13. Nous allons passer aux questions diverses. J'avais une question concernant le centre de vaccination. Je voulais savoir si on avait une idée de ce que ça nous avait coûté en coût direct ou indirect pour la commune de Sadirac. Alors, pour l'instant, le centre de vaccination va fermer ses portes donc, le 30 octobre à 18h30. Tous les frais concernant la logistique et l'organisation, le matériel qui a été mis à l'intérieur du centre de vaccination sont pris en charge, ainsi que la totalité du personnel, ainsi que toutes les vacations des professionnels de santé, ainsi que tous les consommables, est pris en charge par l'ARS. L'ARS, au début, disait nous avons une somme forfaitaire. Il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on montait les centres de vaccination, on ajoutait. Ils ont revu la copie. Ils disent maintenant, on paiera sur facture. Voilà. Ceci dit, c'est un coût pour la commune de Sadirac parce que le personnel qui a travaillé, il n'est pas comptabilisé là-dedans. Le matériel qu'on a porté, c'est-à-dire les packs d'eau, le café, la machine à café, ça fait partie de la contribution de la commune de Sadirac par rapport à ce travail, à
à cet objectif politique de santé publique avec les 3 communautés de communes, ce qui est quelque chose d'important. C'est la première fois que les 3 communautés de communes s'associent pour pouvoir ouvrir un centre de vaccination. Je vous rappelle, nous allons arriver à plus de 25 000 vaccinations. C'est un local qui est avec une organisation militaire. Claude Camus en a la charge. Il a mené ça de main de maître. La nuit, le jour, le frigo en panne, enfin, je ne vous dis pas. Mais nous avons fait face. Claude Camus, lors d'une publication au Sénat, Madame la sénatrice Nathalie Delattre, qui est vice-présidente du Sénat, a commenté le travail des 3 communautés de communes et de la commune de Sadirac. Largement, ça a été commenté largement. D'où les territoires en association politique sur des enjeux locaux en particulier. On pourrait le faire pour la sécurité, par exemple. On pourrait le faire pour un centre de loisirs pour nos jeunes. On pourrait le faire pour un centre, des sièges sociaux, les sièges des sociétés, d'autres sociétés. Voilà. Maintenant, je pense qu'il ne faut plus regarder uniquement de son côté. Il faut avoir la vision beaucoup plus large au niveau des territoires. On parle des territoires, on parle du SCOT, mais on est fébrile. On est très fébrile encore, politiquement. C'est le moment, on y travaille à la communauté de communes. On a une autre vision des choses, un élargissement de ça au niveau politique. Ce que je veux dire, c'est que on est conscient que pour le centre de vaccination, on a gêné du monde, en particulier des associations. On a mobilisé, Jean-Louis là, Florence aussi. On a une fracasserie concernant comment on va faire encore maintenant. Comment on va faire pour récupérer tel créneau pour ne pas pénaliser, 1, les enfants, parce que je pense à eux, 2, les parents, et puis les enseignants, les éducateurs. Et puis, en plus de ça, on est conscient que le matin aussi, c'était un peu problématique concernant le stationnement des parents qui amenaient leurs enfants, parce que tout le parking du fond était utilisé et que ça tournait à plein rendement, en fin de compte, dès le matin tôt. Voilà. Donc, on est conscient de tout ça. Mais par contre, nous n'avons jamais reçu un courrier, quoi que ce soit, nous disant ouais, « vous savez, je n'ai pas pu me garer ». Non, pas du tout. La conscience collective et de cette organisation-là a été pleine pour la commune de Sadirac et totalement fructueuse. Et je m'en félicite. Je m'en félicite parce que des efforts ont été partagés par tout le monde. Par tout le monde. Nous avons montré, tous et toutes, que lors des grands rendez-vous, que lors des problématiques pandémiques, et j'espère qu'on n'en connaîtra pas encore, qu'on était présents. Parce que l'action politique et la puissance politique se confirment. C'est là où elle est indispensable. Parce que nous avons tous notre rôle à jouer. Et nous le faisons. Voilà. Et je vous en remercie à tous et à toutes. Mais c'était loué ou pas la salle? Elle était louée à l'ARS? Non, la salle n'est pas louée. Non. Ça fait partie, si tu veux... De la contribution. Voilà. Donc, si tu veux... Mais par contre, tout le personnel, on va avoir... On aura un bilan approximatif. Là, le prochain conseil municipal, on va le noter. On pourra vous donner un chiffrage. Mais bon, on le fera quand même parce que c'est important pour savoir pour nous, au niveau budgétaire, ce que ça coûtait. Voilà, ce sera important aussi de le savoir. Benjamin ? C'est mieux quand c'est allumé. Oui, pour ajouter à ce que tu disais, Patrick, lors du conseil communautaire qui s'est déroulé mardi, le président de la CDC a souligné notamment la mairie de Sadirac et M. Claude Camus de l'investissement que la commune avait fait et remercier également aussi les associations de la commune de Sadirac qui ont pâti de l'utilisation de cette salle. Mais donc voilà. Bien, nous allons, si vous n'avez plus de questions diverses, nous allons lever la séance. Pardon. J'avais deux autres questions. Une première sur les sangliers, parce qu'on m'a plusieurs fois interpellé, mais je pense que vous aussi. En ce moment, c'est la folie. Et voilà, j'étais savoir un peu s'il y avait un truc à faire, ce qui était prévu. Oui. Battu, oui, mais après. Pour les sangliers, déjà la commune est touchée. La commune est touchée directement, puisqu'ils ont fait de gros dégâts sur un terrain de rugby.
Il y a eu pour un peu plus de 5 000 € de réparation déjà. Et ils sont revenus. Donc, bon, on a vite remis les clôtures électriques. Mais bon, après, au sujet des sangliers, après, il suffit de. C'est les chasseurs qu'il faut voir, il faut réguler. Donc, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. À part clôturer avec les clôtures électriques pour les empêcher de passer, mais c'est les seules solutions. Là, je crois qu'ils viennent même chez le particulier. Et après, maintenant, c'est aussi une question de sécurité pour les enfants et autres. Ça finit, c'est bon. Il se rapproche de plus en plus d'habitations. En plus de ça, là, bon, je sais que la préfecture va diligenter, la préfecture va demander aux fédérations de chasse d'organiser de plus en plus de battues, parce qu'il y en a partout et ça se rapproche. Donc ça, si vous voulez, c'est le problème de la fédération de chasse avec les CCA. Et donc, ils vont être organisés. Et je vous assure qu'ils en éliminent, ils en prélèvent. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a eu, pendant des années, il y a eu une multiplication des naissances, mais c'est effarant. On ne peut pas les stériliser. Ça peut aller jusqu'à la battue administrative, c'est-à-dire la battue qui relève directement de la préfecture. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'ils massacrent tout et tout est mis à l'équarrissage. Hein, et la viande n'est pas récupérable. Donc moi, je trouve que c'est un peu dommage aussi de massacrer des bêtes comme ça. Bon, même moi, je suis le premier touché puisque j'ai des cultures. Mais bon, je trouve quand même dommage. Puis là, ça me fait un peu sourire que tout le monde s'insurge contre les sangliers parce qu'on est tous anti-chasse, plus ou moins. Et maintenant, on est content de retrouver les chasseurs. Voilà. Une autre question, Claire. Oui, juste une dernière, après je ne vous embête plus. Je voulais revenir toujours sur la loi SRU parce que quand on a parlé je crois que c'était à l'avant-dernier conseil municipal, moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé des questions qui sont un peu affolées quand même. Où ça en est? Parce que loi SRU, 25%, beaucoup de Sadirakais se posent des questions et sont étonnés de tomber sous le coup de cette loi. Et voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons reçu de la part de l'État la confirmation que cette loi SRU est appliquée à cette commune de Sadirac. Maintenant, je vais passer. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Que les gens étaient étonnés. Pourquoi? Mais parce que c'est très simple, parce qu'entre Lignan et Sadirac, il y a la continuité de la métropole, et ils ont la loi SRU de 2002 s'applique sur les continuités. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est l'État qui a décidé que Sadirac serait impacté par la loi SRU, comme Béchac et Caillou a été impacté là, il y a 5-6 ans, comme Créon le sera après, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Maintenant, pourquoi et comment? Je n'en sais rien. Je crois que le débat n'est pas là. Et je crois qu'on ne pourrait même pas avoir Voilà. Donc, en tout cas, elle est là. On nous l'a signifié par l'État. On a une réunion début octobre avec les représentants de l'État, avec les bailleurs, une partie des bailleurs, le département qui nous accompagne, avec Giron de ressources. On va voir. Maintenant, c'est quelque chose de très volumineux. Donc, c'est confirmé alors? Oui, c'est confirmé, tout à fait, c'est confirmé. Et quand on en avait parlé en commission, on vous avait interpellé donc sur l'histoire de... Tout à fait. On avait a quand même la possibilité sur les... Non. Il y a quand même des villes qui aujourd'hui, la loi SRU, c'est pas non plus à sens unique. Derrière, le département, la région doit aussi... La loi SRU et donc l'application de la loi est faite par la préfète. Je ne sais pas comment ils font pour avoir la dérogation. Certaines villes, en tout cas, nous, ça dira qu'on va essayer quand même. On va essayer, mais ce n'est même pas la peine d'y penser parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, alors que les représentants de l'État nous reviennent nous voir ici en début octobre et que nous allons lancer cette loi SRU et on va savoir comment nous allons faire. Ce qui est sûr et certain, ce que je veux dire ici, cette loi, on ne fera pas n'importe quoi. Cette loi, elle impose une tactique elle impose une loi pour avoir des 25% de logements sociaux et de rétablir, d'enlever la compétence à l'intercommunalité et de la mettre sur la communalité, sur la commune. Bon, ça c'est une chose. Simplement, c'est pas si la commune n'est pas capable de légiférer, d'appliquer cette loi, l'État prend la main. Nous, on est capable de faire ça. On n'est pas des neuneux. Donc, on va y aller, on va se réunir. On ne fera pas n'importe quoi. Les bailleurs sociaux sont là, le département est là,
On a des d'expérience. On va mener ce projet qui est un grand projet structurant pour notre commune. Il est certain qu'il ne se fera pas du n'importe quoi. Il ne s'agit pas de mettre des partout particuliers. Non. Il y a un cheminement que je ne connais pas encore, que nous allons découvrir lors de la première réunion structurelle de travail. Une réunion de phasage sera. Ensuite, nous aurons périodiquement des réunions de travail parce que c'est très compliqué. La chance qu'on a, c'est que Mme Sandra de Barrois, je vous le disais auparavant, a déjà mené une opération comme ça sur la commune où elle était en poste auparavant. Donc, ça va nous aider 2 fois. Les 2 communes. Donc, voilà. Donc, les commissions à laquelle tu participes, Claire, sur l'urbanisme et l'environnement et le reste, tout le monde sera à contribution. Il s'agit de faire un beau projet. Il s'agit de faire un projet structurant, pas n'importe quoi, pour notre commune. Mais ça va représenter une somme de travail. Surtout que les échéances sont posées. On n'a pas on n'est pas trop pressé, mais il faut quand même se bouger un peu, quoi. C'est 15 ans, non? 15 ans, l'échéance. Vous avez 3 périodes triennales. Déjà, on a reçu l'inventaire. Donc, voilà. Qui doit être validé. C'est des allers-retours avec les services de l'État. Hein. Donc l'inventaire, on doit faire nos remarques avant le 31 décembre. Et ça sera comme ça chaque année. Là, vous avez un sursis où vous n'aurez pas d'amende. Et ensuite, il y aura des amendes, mais avec des risques de carence si vous ne remplissez pas la programmation que vous avez fixée dans les périodes triennales. Donc, vous avez 15 ans pour atteindre, mais vous avez aussi des sous-objectifs, hein, puisqu'il y a des périodes triennales avec des objectifs qui seront établis ensemble. Et il y aura sûrement un contrat de mixité sociale qui sera signé entre les services de l'État, la commune et le département. On aura plus d'informations précises lors de la réunion qui se tiendra en octobre. Et est-ce qu'on peut peut-être espérer, du coup, de la métropole bordelaise, d'avoir un peu plus de transport, d'aide sur les routes, parce que pour aller jusqu'à Bordeaux, on connaît l'état des routes qui n'a pas changé depuis 20 ans. Le transport, c'est la région. La métropole n'est pas impactée par le transport. En plus de ça, la métropole veut nous piquer de l'eau. Il faut faire gaffe, il faut faire attention, ils vont nous piquer de l'eau. Alors, je crois qu'il faut qu'on s'entoure. Il faut qu'on s'entoure nous-mêmes de personnel et de gens qui soient vraiment intéressés, qui soient vraiment à propos dans ce projet. Mais il ne faut pas compter. La métropole, la métropole, on l'a subi, la métropole. On l'a subi. Voilà, tout simplement. Donc, on a un défi, mais on a un gros challenge là, pour les 5 années à venir. Et je pense qu'il faut surtout être présent. Être impacté et nous dire on vous punit, on va vous enlever au lendemain du vote du budget une somme assez conséquente tous les ans, c'est pas la bonne solution parce qu'après tout on est là pour les gens nous ont fait confiance lors des dernières élections, il faut qu'on soit présent et on mettra en place cette loi SRU. C'est mon objectif, c'est notre objectif. Évidemment, c'est l'objectif, je pense, de tous les élus de sa commune de Sadirac parce qu'il va falloir préparer et avoir une visibilité sur comment on vit dans notre commune, dans nos territoires. Je lève donc la séance. Merci. Et je vous dis à très bientôt.